Ça, c'est probablement le commentaire qu'on voit le plus sous les vidéos de pratiquants de force athlétique, en dehors du fameux ego lifting. Mais est-ce que rentrer les genoux, ce qui en fait s'appelle le valgus dynamique de genou, c'est vraiment une erreur technique ou pas? Pour répondre à cette question, il faut arrêter de regarder uniquement les genoux et comprendre en réalité comment le corps exécute le squat. Selon les travaux de Bernstein, le cerveau n'est pas là pour prescrire un mouvement unique, mais une coordination pour aller vers un but. Le cerveau fait face à ce qu'on appelle un problème de degré de liberté. Pour un seul squat, plusieurs dizaines de muscles peuvent participer, plusieurs articulations peuvent bouger différemment et dans différents degrés de liberté, et il existe une infinité de coordinations possibles pour la réalisation de la tâche. Donc en fait, il n'existe pas une technique parfaite, mais plusieurs possibilités d'exécution. La tâche, lui, il introduit dans la continuité des travaux de Bernstein la notion d'abondance motrice ou de motor abundance. Selon lui, le corps dispose d'une pluralité de possibilités, donc une abondance de possibilités, pour réaliser une même tâche motrice, ce qui lui permet du coup d'être adaptable. Le cerveau, lui, du coup, il n'est pas là pour chercher la réponse parfaite et la plus esthétique possible, il est là pour chercher la réponse la plus efficiente à une problématique donnée, c'est-à-dire la plus efficace, la plus économique, la plus stable, la plus en accord avec notre anatomie et la plus compatible avec la charge qu'on soulève dans le cas du squat. L'objectif d'un squat, c'est donc de réaliser un mouvement, une flexion de genou, n'en déplaise aux biomécaniciens d'internet, aussi une flexion de hanche, et pas que, de cheville aussi. Ce qui fait qu'au final, puisque deux corps semblables n'existent pas dans cet univers, personne n'est parfaitement identique à son voisin, il existe une pluralité de possibilités d'exécution en fonction de deux personnes. C'est pour ça que deux champions de force athlétique ou deux pratiquants de force athlétique ne vont pas avoir la même technique. Et c'est ce qu'a démontré Bernstein dès les années 1960 avec ses théories autour du contrôle moteur, comme celle de la tâche. En contrôle moteur, on ne va pas parler du coup d'un mouvement unique, mais d'une coordination de plusieurs systèmes autour d'une même réalisation d'une tâche. Ici, en force athlétique, dans le cas d'un squat, c'est donc le système corps plus barre. En passant de la position haute à la position basse et de la position basse à la position haute. On pourrait penser que c'est un mouvement qui va être assez simple, mais en fait le système nerveux doit constamment s'adapter. Il doit coordonner des muscles, il doit coordonner des articulations, des couples de forces agonistes et antagonistes pour la réalisation de la même tâche d'une manière sécuritaire, d'une manière économique et d'une manière efficiente. Évidemment, il doit prendre en compte beaucoup de choses. La perturbation de l'équilibre en fonction des capacités proprioceptives de la personne, les contraintes imposées à la morphologie de la personne, donc par rapport à ses caractéristiques physiques, à la charge soulevée et les propriétés mécaniques des tissus. Une fois cela dit, il serait intéressant de se questionner sur quels sont les muscles qui s'activent pendant un squat. Bon, c'est très simple, on va parler du premier et du plus évident, le quadriceps. Le quadriceps, lui, réalise une extension de genou et il est très sollicité, surtout au passage du sticking point. Mais contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le muscle du squat. Parce qu'un squat, comme je l'ai dit juste avant, ce n'est pas qu'une flexion de genou, il y a aussi une flexion-extension de hanche et une flexion-extension de cheville. Sans le grand fessier, il n'y aurait pas de squat, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas qu'une flexion de genou. Le grand fessier, lui, c'est le muscle qui est extenseur de hanche. Il produit également beaucoup de force à la remontée et il participe à la rotation externe. En bas du mouvement, lorsque la hanche est très fléchie, c'est le grand fessier qui est le plus recruté. Mais il n'est pas tout seul à travailler. C'est là qu'intervient et qu'arrive le muscle qui est oublié par tout le monde, c'est le grand adducteur qui vient le suppléer dans sa tâche. Avant de parler du grand fessier, on va faire un petit détour par les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, eux, lors du squat, ils sont surtout là pour stabiliser. Au niveau de la hanche, au niveau du genou, et ils sont là pour la co-contraction. Du coup, parlons du grand adducteur. Lorsque la hanche est très fléchie, sa direction d'action va changer. Ça devient un puissant extenseur de hanche. Mais puisqu'il n'est pas qu'extenseur et qu'il n'est pas que participateur à la rotation externe, il va y avoir une adduction dans le mouvement et souvent c'est autour du sticking point ou au début de la remontée. Au final, sur les réseaux sociaux, on a un petit peu une idée fausse qui va vouloir dire que si on a les genoux qui rentrent, donc si on a un valgus dynamique, ça va plutôt être une faiblesse musculaire, un muscle qui va lâcher, alors qu'au final, c'est un muscle qui va plutôt être très fortement recruté. Et ça, c'est une nuance importante. Le valgus, c'est pas une erreur que le cerveau ou que le corps va faire à cause d'une faiblesse ou d'un manque de coordination. C'est une conséquence possible à la séquence motrice choisie, donc au recrutement du grand adducteur. Avant de savoir si le valgus est réellement problématique ou si c'est réellement dangereux, il faut plutôt le comprendre. C'est un mouvement qui va être plutôt tridimensionnel avec une adduction de hanche, une rotation interne de hanche, une rotation interne du tibia et parfois une pronation du pied. Donc,
On est plutôt sur la conséquence d'un mouvement ou d'une séquence de mouvements complexes que d'une simple action isolée. Maintenant, pourquoi est-ce que le valgus apparaît? Pourquoi chez certains il va y avoir un valgus? Pourquoi chez d'autres il n'y en aura pas? Autour du sticking point, qui est le point difficile, le cerveau doit recruter tout ce qu'il peut pour pouvoir franchir ce cap-là. Et donc, il va travailler sur la coordination de différents muscles pour pouvoir réaliser le mouvement. Le cerveau définit juste la meilleure stratégie pour pouvoir réaliser son action. À ce moment-là, comme je l'ai dit juste avant, le grand adducteur devient une pièce maîtresse pour pouvoir réussir à remonter au niveau du squat. Et puisque un muscle ne peut pas dissocier ses actions, il va forcément être adducteur au moment où il va aussi exercer l'extension de la hanche. Encore une fois, comme je l'ai dit aussi avant, chacun est différent, chaque morphologie est différente, donc chez certains ça va être plus marqué que chez d'autres. Et encore une fois, comme je l'ai dit avec Bernstein, chaque individu a une pluralité de possibilités d'exécution du mouvement et donc une pluralité possible pour l'exécution d'un mouvement. C'est pourquoi personne n'aura exactement la même technique et c'est pourquoi il ne faut pas chercher à avoir la même technique que quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que le valgus est réellement dangereux? Sur les réseaux sociaux, on a tendance à lire que c'est une catastrophe, qu'on va finir blessé, qu'on va avoir des genoux flingués à 40 ans. L'idée, c'est qu'il y a deux visions à ce valgus. La première, un valgus qui va être maîtrisé en partie, qui va être contrôlé avec une proprioception appropriée lors de la réalisation du mouvement. La deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui ne contrôle absolument rien. On a tendance à en voir quand même un peu souvent sur les réseaux sociaux aussi. Et qui va réaliser un mouvement qu'il ne contrôle pas. Et en réalité, la blessure va plutôt être liée à ce manque de contrôle moteur, car réellement ce valgus dynamique. Maintenant, on va entrer dans le sujet un petit peu touchy de la vidéo. Pourquoi est-ce que ces commentaires apparaissent plus souvent sous les vidéos des femmes? À force de voir les différents athlètes pratiquer, je me suis rendu compte quand même que c'est beaucoup plus présent le valgus dynamique chez les femmes que chez les hommes. Et ça peut s'expliquer par certaines différences anatomique et morphologique. Chaque facteur qui va être énoncé n'est pas le responsable en lui-même du valgus dynamique, plus présent chez la femme ou non, c'est surtout un ensemble de facteurs qui peuvent influencer la survenue favorable, ou plus présente en tout cas, de ce facteur chez les femmes. Le bassin. Chez les femmes, le bassin est plus large pour pouvoir accueillir le bébé et favoriser l'accouchement. Nous allons parler de l'angle Q. L'angle Q, non pas celui-là, mais l'angle Q. Il est souvent légèrement supérieur chez la femme. Toutefois, il est statique et on ne le voit pas en dynamique. Parfois, l'angle Q statique n'a rien à voir avec l'angle Q dynamique. Donc, tout va dépendre encore une fois de la coordination des muscles, de comment le cerveau fait bouger le corps dans l'espace. C'est un facteur, il n'explique pas tout et attention, la science n'est pas tout à fait d'accord sur ce point-là. L'antéversion fémorale, c'est le fait que le fémur de la femme est légèrement plus orienté en avant. Ce qui fait que l'angle de congruence, donc l'angle où l'articulation s'emboîte le mieux et s'englobe le mieux, c'est avec une légère rotation interne chez la femme. Ce qui veut dire que chercher à absolument ouvrir les genoux est parfois même contre-productif. Et enfin, la coordination musculaire. Certaines études ont tendance à montrer que les femmes n'ont pas la même coordination musculaire que les hommes, mais attention, attention, je vois déjà les hommes venir dans les commentaires, ce n'est pas une preuve de faiblesse, une femme n'est pas plus faible parce qu'elle coordonne ses muscles différemment, c'est juste que les stratégies de réalisation de la tâche motrice seront différentes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on lit beaucoup ce commentaire sur les réseaux sociaux? Parce que les gens se contentent de regarder les genoux et ont une méconnaissance complète de la biomécanique du corps humain, notamment sur le squat. On va leur dire, et on a dit pendant des années, qu'il fallait que les genoux soient alignés avec les pieds, qu'ils soient alignés avec les hanches et que le mouvement devait être fait de telle manière. En général, on a une vision du squat avec une barre haute, un petit peu style haltérophilie. Pendant un moment, on a même raconté que les genoux ne devaient pas dépasser la pointe des pieds. Au final, la science évolue, les études démontrent de nouvelles choses, mais les gens ne se mettent pas toujours à la page. Les gens vont regarder les genoux, le biomécanicien ou en tout cas le kiné ou la personne qui s'y connaît un petit peu mieux va regarder la globalité du mouvement. Une image arrêtée ou une vidéo ne permet pas de savoir si un mouvement est bien exécuté. Donc, la problématique ne cherche pas à faire entrer tout le monde dans la même case et à coller une technique parfaite et normée à tout le monde. Elle consiste à comprendre comment chaque individu, avec ses spécificités, utilise son anatomie pour résoudre une problématique. Oui, un effondrement important au niveau du genou. Oui, un valgus dynamique non contrôlé peut être dangereux. Mais un valgus dynamique chez un athlète entraîné, non douloureux et qui contrôle son corps peut simplement refléter une stratégie de production de force adaptée à sa morphologie et à son système neuromusculaire. La prochaine fois que vous verrez un valgus dynamique de genou lors d'un squat, la meilleure question à se poser ne serait donc pas est-ce que le valgus dynamique est dangereux, est-ce que cette technique est mauvaise, mais plutôt pourquoi ce corps a choisi cette stratégie pour déplacer cette charge.